comprends pas pourquoi on a besoin de changer nos ampoules régulièrement comme ça. Je sais pas toi, t'as combien de temps toi? T'as 2 ans? J'ai toujours trouvé ça bizarre qu'on soit capable d'envoyer des hommes sur la Lune et qu'on soit pas capable de faire durer une pauvre ampoule plus de 2 ans. À croire que c'est fait exprès. Ah ouais, c'est pas con ça. Bah du coup je suis allé me renseigner un petit peu sur le sujet et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants. Je vous propose donc un petit résumé de toutes les recherches que j'ai faites. Bah vous pouvez regarder ma vidéo, je vous en prie. C'est gratuit. Et oui, mon ampoule a été victime de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est la limitation technique provoquée sciemment par le fabricant, par exemple en introduisant une limitation technique, une fragilité, l'impossibilité de réparer ou même la non-compatibilité du produit. Bah, je vous propose d'aller se renseigner et de commencer par exemple par la première fois que l'obsolescence est apparue. Dans une arrière-salle de Genève, plusieurs hommes en costume rayé se sont réunis pour concevoir un plan secret. Ils allaient fonder le premier cartel international. Leur but était de contrôler la production des ampoules incandescentes dans tous les pays et de se partager le gâteau du marché mondial. Ce cartel s'appelait Phébus. Quand il parle de premier cartel international, il veut dire que c'est la première fois que les entreprises vont s'entendre à l'échelle internationale. Et cette entente se fera dans énormément de pays dans le monde et même dans des pays moins développés. Le nom de ce premier cartel international était donc Phébus. Comme il dominait complètement le marché mondial, il pouvait faire à peu près ce qu'il voulait. Ils décidèrent par exemple de réduire au fur et à mesure la durée de vie des ampoules jusqu'à une moyenne de 1000 heures, soit entre 1 et 2 ans. Les technologies de l'époque pouvaient évidemment faire durer bien plus longtemps les ampoules, mais pour faire plus de bénéfices, ils décidèrent d'introduire sciemment des fragilités pour réduire la durée de vie des ampoules. Nous avons donc ici notre premier exemple d'obsolescence programmée. De plus, Phébus faisait payer des amendes aux entreprises qui produisaient des ampoules qui duraient plus de 1000 heures, ce qui rendait la concurrence quasi impossible. Il y a très peu de documents sur le sujet, c'est donc assez difficile de se renseigner de manière approfondie. Officiellement, Phébus n'a jamais existé, mais il est possible de prouver son existence grâce aux traces qu'elle a laissées dans les domaines publics. Des historiens l'ont fait d'ailleurs. Il y a des brevets qui ont été déposés où les ampoules pouvaient durer plus de 100 000 heures, soit presque 100 ans. Mais étrangement, aucune ne sont arrivées sur le marché. Et puis avez-vous entendu parler de cette légende urbaine comme quoi une ampoule fonctionnerait depuis plus de 100 ans dans une caserne en Californie? Eh bien ce n'est pas une légende et l'ampoule fonctionne encore. C'est ironique que l'ampoule, qui a toujours symbolisé les idées et l'innovation, soit pourtant l'un des premiers et meilleurs exemples d'obsolescence programmée. L'ampoule, paradoxalement, a donc été le premier objet de l'obsolescence programmée, mais malheureusement pas le dernier. En plus de cela, l'obsolescence a pris peu à peu différents aspects. And obsolescence. The desire on the part of a consumer to own something a little newer, a little better, a little sooner than is necessary. Ce que nous décrit ici Mr. Stevens dans ce discours des années 50, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui l'obsolescence d'évolution. Suite aux évolutions technologiques, le consommateur a envie d'un objet un petit peu plus récent, plus design, avec de nouvelles fonctionnalités, sans vraiment en avoir besoin. Cette époque représente donc parfaitement les prémices de la société de consommation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le principe d'obsolescence d'évolution est donc un principe que l'on retrouve énormément avec les portables et les ordinateurs notamment. Il est même à l'origine de ce qu'on pourrait appeler les modes ou les tendances, comme lorsqu'Apple sort son nouvel iPhone par exemple. Indirectement, il rend les gammes d'avant obsolètes. Mais il reste encore un aspect de l'obsolescence que nous n'avons pas vu et qui est cette fois-ci beaucoup plus subtil. Rappelez-vous en 2012, lorsque Samsung décida de sortir une nouvelle gamme de téléviseurs pas chers. Ils avaient créé un scandale en Amérique car plus de 7 500 000 consommateurs s'étaient plaints de leur téléviseur Samsung. Et oui, ces petits malins avaient placé les condensateurs à côté du dissipateur. Malheureusement, les condensateurs sont une pièce indispensable au bon fonctionnement de la télévision. Et donc, le fait de les placer à côté d'une source de chaleur, qu'est le dissipateur, va faire qu'en quelques mois, les condensateurs vont être fichus et la télé avec. Osez me dire qu'il n'était pas au courant et qu'il ne l'avait pas fait exprès. Cette gamme de téléviseurs respirait donc l'obsolescence programmée. Mais la télé était réparable. Ce qui va nous intéresser, c'est la gamme qu'a produit Samsung après cet incident. Ils ont éloigné les condensateurs des dissipateurs. Déjà, ouais. Donc ils chauffent moins. Et cette fois-ci, ils ont fait en sorte que je ne puisse plus les dépanner. Ils ont construit des condensateurs dont la dimension mécanique est telle qu'on ne pourrait plus les trouver dans le commerce. Ah oui, ça veut dire que alors même vous, expert réparateur, vous êtes exclu, vous ne pouvez plus réparer ces cartes. On ne pourra plus réparer les prochaines cartes des écrans extrêmement plats. Alors là, pour le coup, on sera vraiment obligé de racheter une télévision neuve. Bah oui. Certes, les condensateurs ont été éloignés du dissipateur,
Mais une panne de condensateur arrive tout de même, et lorsqu'elle surviendra, la télé sera irréparable. Il faudra donc en racheter une autre. Et ceci est ce que l'on appelle l'obsolescence fonctionnelle. L'obsolescence fonctionnelle et l'obsolescence d'évolution font partie de l'obsolescence programmée. L'obsolescence connaît donc différentes formes et différents aspects. On la retrouve énormément et surtout dans la technologie moderne. Mais quelle est la place réelle de l'obsolescence programmée aujourd'hui dans notre société ? Sans l'obsolescence programmée, ces lieux n'existeraient pas. Il n'y aurait aucun produit, aucune industrie, pas de designer ou d'architecte. Il n'y aurait pas de vendeurs ni de personnel en charge du nettoyage, pas de garde de sécurité. Tous ces emplois disparaîtraient. Effectivement, l'obsolescence programmée engendre la surconsommation. Si tous nos appareils marchaient jusqu'à la fin de notre vie, nous n'achèterions presque plus rien à part de la nourriture. Et donc, tous les jobs dont il parlait, effectivement, disparaîtraient. Pour un thème aussi important que l'obsolescence, on peut trouver étrange de ne pas l'étudier ou du moins qu'à très haut niveau. Même si l'obsolescence programmée paraît avoir des conséquences dérisoires, il ne faut pas oublier qu'elle est tout de même représentative d'une baisse de pouvoir d'achat significative de tous les consommateurs de la planète. Et plus grave encore, nos objets devenus obsolètes prématurément, que deviennent-ils ? Plus de 80% des déchets électroniques qui arrivent au Ghana sont totalement irréparables et des conteneurs entiers finissent dans des décharges illégales partout dans le pays. Nous nous trouvons dans la décharge d'Agbogloshi. Avant, il y avait une jolie rivière ici, l'Odo, qui traversait cet endroit. Elle regorgeait de poissons. Notre école n'était pas très loin d'ici et nous venions jouer au football. Nous flânions sur les rives. Les pêcheurs organisaient des balades en bateau. Je m'en souviens très bien. À présent, tout ça n'existe plus. Et cela me rend vraiment très triste et furieux. Attention, cette vidéo n'est pas encore finie, je vais vous laisser sur une petite analyse extrêmement fine et je pense la plus pertinente que j'ai trouvée sur le net sur l'obsolescence programmée. Jean-Claude Michéa, c'est à toi. Prenons l'un des moteurs de la croissance, l'obsolescence programmée. Ça commence à partir de 1925 avec le cartel des fabricants d'ampoules électriques. Si l'on veut que les gens consomment, il faut que les objets qu'ils achètent tombent en panne régulièrement. Je suppose que vos téléspectateurs connaissent le problème. Ils ont acheté un frigo qui doit tomber en panne au bout de 7 ans, l'ordinateur devra être changé au bout de, etc. Il est clair que l'obsolescence programmée est un des moteurs de la croissance. Personne ne dira pour autant que cette obsolescence programmée aide par conséquent au pouvoir d'achat des gens qui doivent tous les 3 ans ou tous les 5 ans racheter tel appareil supposé indispensable. On voit bien, rien qu'à partir de l'exemple de l'obsolescence programmée, que la notion de croissance est tout sauf neutre. Inversement, malgré tous les défauts du stalinisme, l'Allemagne de l'Est était capable de produire des appareils électroménagers qui duraient toute une vie, et l'une des premières choses que les compagnies occidentales ont faites après la chute du mur de Berlin, c'est de privatiser les entreprises allemandes qui produisaient de l'électroménager durant toute une vie, et de détruire les brevets pour faire fabriquer dans ces usines des objets qui tomberaient en panne, parce que c'est bon pour la croissance. Mais une société qui, à l'époque où une ampoule électrique peut durer 100 000 heures, toute une vie. Vous connaissez l'histoire de cette ampoule d'une caserne de Californie, mise en place à la fin du 19e siècle et qui est toujours efficace. Et à l'époque où on peut faire ça, que la logique de la croissance et du système oblige les ingénieurs à faire du sabotage pour qu'elle dure uniquement 1000 heures. Rappelez-vous que dans l'anarcho-syndicalisme, Émile Pouget vantait le sabotage, mais avec l'obsolescence programmée, les capitalistes ont réussi à détourner cette idée, puisque une partie du rôle des ingénieurs et des scientifiques n'est pas de produire des choses qui soulagent la peine des hommes et rendent leur vie plus heureuse ou plus facile, c'est, sachant que tel objet pourrait durer toute une vie, mettons notre intelligence à l'œuvre pour arriver à le faire durer 2 ans ou 3 ans. Si le sort de nos sociétés dépend d'une croissance fondée sur de tels principes, et je pourrais en prendre d'autres, il est évident qu'une catastrophe naturelle, les limites de la biosphère, un pétrolier qui échoue sur les côtes de Bretagne, c'est bon pour la croissance, comme on disait autrefois, ça fait marcher le commerce. Et lorsqu'il y a cette disjonction entre le mouvement de l'économie, le bon sens et la common sense, et en plus, dans un cadre où les besoins humains fondamentaux
de la majorité des hommes qui composent l'humanité ne sont pas satisfaits, on est dans un monde absurde.